de la pédocriminalité, il y a des femmes qui étaient mineures, ils profitent de leur vulnérabilité, une certaine emprise psychologique, son statut, vous savez, c'était une star. Aujourd'hui, il a 76 ans, il se retrouve avec une jeune fille parce que c'est une star. Justement, cet homme qui se présente en parangon de vertu soit démasqué et c'est vraiment ce qu'on appelle la tartufferie. C'est Tartuffe parce que moi, ça me fait des années que j'allume la télé et que je vois cet homme dire que le RN, que Le Pen, c'est le grand monstre, que lui, il est du bon côté, etc. Donc moi, que je sache jusqu'à présent, en tout cas, c'est bien lui qui est concerné dans ces affaires. Et je trouve que cette morale-là, cette moraline de cette gauche, en tout cas, qu'il incarne, puisqu'il a fréquenté beaucoup ces cercles-là pour nous dire à quel point les autres sont des méchants et lui est une bonne personne, eh bien, aujourd'hui, il est démasqué dans ce qu'il a de plus vil, c'est-à-dire un prédateur sexuel. Et il faut l'appeler comme ça, quand, comme le disait Madame Palomba, on a 80 personnes. Et moi, je vous l'ai toujours dit, même si je sais que c'est un débat, la notion de présomption d'innocence, là, nous sommes face à une présomption de culpabilité avérée. Exactement comme PPDA, je crois qu'on ne peut pas avoir par hasard, comme par hasard, bien 80 sûr. Filles. Alors, il y a toujours le truc, mais elles en veulent, elles veulent la lumière, hein, c'est ce que dit PPD. La plupart d'entre elles, d'ailleurs, ont témoigné en changeant leur prénom. Eh bien, elles en ont honte de ça, évidemment. Mais leur défense à PPD et compagnie, c'est de dire qu'elles veulent la lumière. Pour PPD, c'est pareil, je le dis, ce sont des femmes qui ont aujourd'hui 50 ans et qui ont fait leur carrière et il en a abusé quand il était beaucoup plus... Mais justement, tiens, qu'est-ce que vous pensez de ce communiqué qu'a écrit Gérard Miller, où il dit voilà, vous n'êtes pas gentil avec moi, j'ai mon enfant. Cette inversion accusatoire, comme le dit Madame Palomba, c'est immonde, immonde. Mais je crois que c'est une défense très classique et très immature. C'est étonnant de la part de cet homme, c'est de dire en fait faire passer pour une victime. Mon bébé, 800 grammes, il a failli ne pas survivre. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous avez failli tuer un bébé. Hein. En gros, c'est ça. Hein. C'est immonde. C'est immonde. Alors que, encore une fois, lui, il a commis je ne sais combien de crimes, parce que j'appelle ça des crimes. On est dans de la pédocriminalité. Il y a, comme on l'a dit dans certaines émissions, des femmes qui étaient mineures. Ils profitent de leur vulnérabilité, une certaine emprise psychologique, son statut, vous savez, c'était une star. Aujourd'hui, il a 76 ans, il se retrouve avec une jeune fille, parce que c'est une star. Justement, cette jeune femme qui est mère de son enfant, peut-elle être sous l'emprise de ce monsieur? Et justement, une femme, voilà, cette femme-là, elle voit ces accusations de 80 autres femmes sur son mari, enfin sur le père de son enfant. Mais visiblement, elle n'a pas l'air d'être dit contrevenir. Qu'est-ce que vous en pensez psychologiquement? Moi, je pense qu'il y a toujours une perte d'objectivité quand on est avec un proche qui nous dit il nous jure qu'il n'a rien fait. Et je suppose qu'il a retourné le cerveau de cette jeune femme pour lui dire qu'il est victime d'une cabale. Vous avez déjà entendu Claire Chazal dire quelque chose contre PPD? Non, alors qu'il est le père de ses enfants. Bon, je crois... il a juste un enfant. Oui, de son enfant, son fils. Oui, c'est vrai qu'elle c'est très focus. Non, mais je veux dire, je l'ai même entendu au début le défendre et dire que ces femmes, Madame Chazal. Donc je crois que les proches ne sont pas des personnes objectives qui peuvent prendre la parole. Et voilà, aujourd'hui, cet homme, il a convaincu et il convainc encore parce que vous entendez nulle part dans aucun média. Aujourd'hui, cette affaire est reprise, à part sur des chaînes comme la vôtre. Oui, mais c'est hallucinant. On reprend cette affaire aujourd'hui parce qu'il y a ce livre qui sort là, qui est sorti cette semaine. C'est l'omerta. Je veux dire, dans les chaînes, regardez La Belle Époque, Madame Salamé, combien de fois il était proche de tout ce milieu-là. Est-ce que vous les entendez? Jamais. Vous verrez ça sur certaines chaînes, sur certaines chaînes non subventionnées comme GPTV ou d'autres. Mais sur les médias mainstream, motus et bouscusu, on n'entend pas parler de cette affaire. Moi, ce que j'aimerais réellement pour l'avenir, c'est que cet homme-là, parce qu'on n'a jamais de condamnation en fait, moi j'ai bien peur qu'il s'en sorte comme PPDA. Et l'histoire de la prescription, je n'y crois pas une seule seconde. Vous me dites 30 ans, mais vous voulez me faire croire que lui, il est clean depuis 30 ans? Je suis persuadé que là, il continue d'exercer en tant que psychanalyste. Il continue d'exercer et il continue ses abus. Alors bien sûr qu'il a un peu réduit la voilure. Justement, c'est terrible. En tant que psychologue clinicien, expliquez-nous un peu justement cette psychologie de ce type de criminel, quoi. Bon, voilà, c'est une perversion. Je crois qu'il se persuade, vous savez, on appelle ça en psychologie la rationalisation. C'est-à-dire qu'il se persuade que quelque part, ces femmes qui se retrouvent sur son, comme vous dites, dans son home cinéma, elles sont consentantes et elles l'ont voulu. Donc je crois qu'il ne va pas nier une partie des rapports et des relations qu'il a eues, comme PPDA ne nie pas avoir eu des rapports, mais elles étaient consentantes. PPDA veut nous faire croire que quand il avait 60 ans, les jeunes filles de 18 ans raffolaient d'être avec cet homme-là. Et donc je crois qu'il rationalise et
il se croit, je sais pas, comme vous dites, avec un certain pouvoir. Et il y a un sentiment de surpuissance. Voilà, de surpuissance. Et puis aussi, je pense, excusez-moi. Oui, non, allez-y. Je pense en fait que ces gens-là sont aussi très érotomanes. Moi, je l'ai beaucoup vu dans les milieux de télé, en fait. Ce sont des gens, parce qu'ils passent à l'écran, ont l'impression que toutes les femmes sont amoureuses d'eux. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup constaté à la télé, enfin de gens connus, qui pourtant ressemblent à rien. Tu penses à Cyril Hanouna? Non, pas du tout. Non, mais arrête de me mettre tout le temps dans la je crois. Alors, l'érotomanie, c'est une psychose, et c'est une partie de la psychose, et c'est vrai que c'est une pathologie. Généralement, l'érotomanie, c'est plutôt, on a toujours des cas concrets de personnes qui ne sont pas connues et qui admirent les icônes comme lui, et ça serait plutôt dans le truc inverse. Mais j'entends de manière globale qu'il a une perte d'objectivité sur son physique et sur le fait qu'il puisse plaire ou pas. Je crois qu'il se surestime dans le côté, dans l'approche comme PPDA d'ailleurs, dans le côté où et il croit réellement, c'est ce que j'appelle la rationalisation, que ces filles ont voulu être dans son home cinéma. Or, elles étaient quoi, puisqu'on va parler du mode opératoire? Elles étaient dans l'admiration d'un homme, comme vous l'avez dit, c'est le beau-frère de la personne de Jacques Lacan, qui est très non, Jacques Lacan. Qui est Jacques Lacan? C'est un grand psychanalyste qui a entre guillemets révolutionné la psychanalyse après Freud sur des notions comme, je ne sais pas si vous connaissez le stade du miroir. Non, le stade du miroir, c'est de 6 mois à 18 mois que l'enfant se reconnaît dans le miroir, et il a développé des concepts comme le symbole, le langage et tout ça, et la philosophie. Et c'est un grand psychanalyste, Jacques Lacan, on va dire presque un équivalent de Freud. Oui. Et ça, au niveau du pouvoir, au niveau de la crédibilité dans les médias, en disant moi je suis de la famille de Jacques Lacan, même s'il n'a pas de lien de sang avec Jacques Lacan, mais en tout cas moi je suis très très proche de tout cela. Je suis psychanalyste, ça fait très bien, et je suis une star parce que vous avez vu les émissions que vous avez visitées. Donc prof, là il avait un vivier d'élèves dans les profs qu'il admirait. N'oubliez jamais la notion d'emprise. L'admiration, elle est extrêmement importante chez ces prédateurs-là. Vous savez, quand PPDA voulait faire ses abus, c'est impressionnant pour une jeune journaliste à l'époque de venir dans la tour de TF1 et de voir le 20h. C'était tout le temps le même mode opératoire. Venez me voir au 20h. L'honneur d'une jeune fille de 18 ans qui a écrit un bouquin, qui a envie de se faire connaître comme journaliste, d'être invitée par le grand PPDA. Eh bien, lui, c'était pareil. C'est le grand Gérard Miller. Alors que personne ne vient ici à GPTV regarder ce que je fais. Voilà. Mais lui, c'est le grand. Il faut extrêmement dire ça, mais elles ont une admiration, mais elles ne le désirent pas sexuellement. Et c'est là que lui se leurre en croyant que dans son cinéma. Et ce qui est très important, c'est que certaines, moi j'ai noté, Audrey, 17 ans, il m'a servi un truc à boire sur le canapé, après c'était le trou noir, je me suis réveillée et il était au-dessus de moi, la braguette, machin. Il y a beaucoup de cas comme ça où il profite de la sédation chimique. Donc là, on a le mode opératoire, je repense à Gisèle Pellicot et tous les hommes qui sont passés avec la sédation chimique. Donc on a quand même un prédateur qui, il y a quand même conscience qu'il les met dans un traquenard. Et puis pour finir, l'hypnose, c'est quoi si ce n'est l'emprise? Parce que là, il dit, moi, je n'ai pas eu de patiente en tant qu'hypnothérapeute, c'était des expériences que je faisais. Alors il faisait venir les filles dans son home cinéma et à certaines, il leur disait, ah bien on va faire un jeu, une expérience, je vais te montrer, je suis en train d'étudier quelque chose actuellement. Sauf que l'hypnose, ça marche vraiment. C'est-à-dire que quand on est sous hypnose, on n'est pas dans un état de conscience. Vous savez l'hypnose que c'est? C'est un état de conscience modifié. Eh bien, quand on prend des substances, on a un état altéré de conscience. Quand on prend des psychotropes, c'est ce qu'il leur faisait. Quand on est sous hypnose, on est dans un état de conscience modifié. Et effectivement, quand on s'appelle le docteur Le Soirnec, c'est pareil, on fait des anesthésies et on rend les personnes inconscientes. C'est toujours, vous regardez chez les prédateurs, le même mode opératoire. Une emprise de séduction, parce qu'il séduisait. Il faisait miroiter à ces jeunes filles, tu vas venir dans le grand home cinéma, tu vas venir chez moi. Mais vous avez déjà vu un psychanalyste qui amène des patientes ou même des personnes comme ça chez lui? Ça n'existe pas. On a un code de déontologie. On ne doit pas profiter de son pouvoir de psychologue pour amener un patient chez soi et lui faire des expériences de quoi que ce soit. Il y en a même une qu'il avait invité pour un festival de Cannes. Mais oui, c'est inacceptable. Oui, bien sûr. Alors, un petit mot juste sur le code de déontologie. Je voulais dire, vous savez, nous, les psychologues, on a un code de déontologie et c'est vrai que la profession de psychanalyse n'est pas réglementée de la même manière. Mais quand même, alors je ne sais pas à quelle société il appartenait, mais j'ai noté quelques sociétés. Il y a la SPP, la Société Psychanalytique de Paris et compagnie. Donc lui, il avait un code, même si c'était pas le code de déontologie des psychologues. Moi, je vais vous citer quelque chose qui va vous paraître bête, c'est le code de déontologie qu'il peut y avoir pour les psychanalystes. Alors, le secret professionnel, ça semble évident. La neutralité bienveillante également. Mais dans le code de déontologie, si je puis dire, des psychanalystes, il y a l'abstinence. Qu'est-ce que c'est que l'abstinence? C'est ne pas satisfaire ses propres besoins.
Hein, c'est tout à fait logique, via la cure. Ça, c'est écrit comme ça. Oui, c'est écrit. Abstinence. C'est bizarre que ça soit écrit comme ça. Oui, abstinence. Ça c'est bizarre. Oui, mais je veux dire, dans le code, imaginez un code de boucher, de je sais pas quoi, de vendeur de chaussures, abstinence. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est une relation asymétrique et qu'on doit s'abstenir de satisfaire ses propres besoins via la cure. C'est tout à fait normal. Et l'autre point, ça s'appelle l'interdiction des relations duales. Qu'est-ce que c'est ? C'est éviter tout simplement les liens avec la famille, les liens avec les amis et surtout tout ce qui est les patients doivent être des personnes que vous ne connaissez pas et vous ne devez pas mêler les choses. Mais quand on voit l'histoire de Gérard Miller, tout est mélangé. Il profite de ses émissions, c'est à vous, toutes les émissions là que j'ai notées, pour pouvoir, on va pas se gêner. Mais quand on est dans cette émission-là, qu'est-ce que vous êtes ? Un chroniqueur ? Un psychanalyste ? Qu'est-ce que vous êtes ? Si vous êtes un chroniqueur, vous êtes un chroniqueur. Si vous êtes un psychanalyste, mais vous ne pouvez pas prendre les gens pour dire viens faire une expérience chez moi, je vais être hypnotisé. Donc là, vous mélangez votre profession de psychanalyste avec le côté chroniqueur, avec le côté mondain, avec la notoriété. Et donc il a fait un énorme gloubi-boulga avec tout ça. Et aujourd'hui, il dit ah mais vous avez failli assassiner mon petit de. Mais c'est inacceptable aujourd'hui. Vous savez, lui, alors il n'y a pas un ordre comme l'ordre des médecins malheureusement. Enfin. C'est pas un bon ordre, c'est pas un bon exemple. Mais ce que je veux dire par là, c'est que derrière, on ne peut pas le radier de quoi que ce soit. Mais s'il appartient à une des sociétés, et vous savez que quand vous êtes psychanalyste, vous êtes obligé d'être supervisé. On appelle ça le 5e point, la formation continue. C'est la supervision obligatoire. Ça veut dire que vous devez rendre des comptes à une personne qui est un autre psychanalyste et lui dire voilà ce que je fais, voilà ce qui se passe. Donc, quelle est la supervision de monsieur Gérard Miller ? Vous imaginez la supervision de Gérard Miller dire il y a une patiente avec qui j'ai eu un rapport sexuel. Mais si vous êtes supervisé correctement, puisque lui, il est un psychanalyste forcément supervisé, mais la personne qui vous supervise vous dit là, je t'arrête, je te rappelle que tu as une obligation d'abstinence. On devrait lui rappeler lors de sa supervision qu'il n'a pas le droit de toucher à une patiente, par exemple. Donc, vous voyez, tout ça, c'est de la foutaise. C'est-à-dire que monsieur Miller, pour moi, c'est un charlatan. Ce n'est pas, pour moi, en tant que psychologue, je le dis, pour moi, ce n'est pas un psy digne de ce nom. C'est un charlatan et il ne devrait plus jamais avoir une patiente face à lui. Plus jamais. Mais malheureusement, c'est un vœu pieux. Je sais qu'il continue ses consultations. Et le pire, ça me fait très peur, c'est que j'ai peur qu'il ne soit jamais condamné. Et donc, aujourd'hui, à 76 ans, voilà. Est-ce qu'il ne sera jamais condamné, justement ? C'est ça qui est assez terrible. C'est ce que disait d'ailleurs une des plaignantes, Aude, sur RTL. C'est qu'elle a porté plainte depuis février 2024 et il ne s'est rien passé. Quand on sait qu'il y a Comment ça, rien passé ? C'est-à-dire que, je vous dis, depuis qu'elle a juste porté plainte auprès de la police et puis il n'y a rien passé. Voilà. Et si vous voulez, quand vous avez 80 victimes, il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées. À un moment, que fait c'est un peu bizarre de dire ça, mais que fait la police ? Comment se fait-il qu'on laisse quelqu'un qui n'ait même pas des mesures d'éloignement mais ça, c'est plutôt la justice, pour le coup. Oui, mais d'accord, mais regardez pour Coé. Il n'a pas encore été jugé. Pourtant, après sa garde à vue, il y a des mesures... Bon, ça n'a pas empêché d'être prochainement sur Europe 2 à la rentrée. Mais normalement, il y a des mesures comme, par exemple, ne pas approcher des mineurs.